Tous les lundis de ce mois de juillet, nous célébrons le 150e anniversaire de l'impressionnisme en France, lancé par une exposition chez le photographe Nadar, 35 boulevard des Capucines, à 2 pas de l'Opéra de Paris que Garnier venait d'inaugurer ou qu'il allait inaugurer. Nous sommes le 15 avril 1874. Au moment de l'exposition, nous en reviendrons dessus très longuement la semaine prochaine. La moyenne d'âge des exposants est de 34 ans. Caillebotte est le plus jeune, 26 ans, et Pissarro le plus vieux, 44 ans. C'est dire que ce ne sont pas des perdreaux de l'année et qu'ils ne viennent pas de nulle part. Il y aurait donc un avant-impressionnisme ? Bien sûr. Et peut-être un pré-impressionnisme. Avec nous pour en parler, Servane Darnier de Vitry, vous êtes conservatrice peinture au musée d'Orsay à Paris, diplômée de l'École normale supérieure de Lyon, puis de l'École du Louvre, une thèse de doctorat sur Théophile Thoré-Burger, critique d'art né en 1807 et mort en 1869. Alors récemment, vous avez été co-commissaire de l'exposition Louis Jeannot, le poème de l'âme, c'était de septembre à janvier 24 au musée d'Orsay. Et puis vous êtes la commissaire de l'exposition Théodore Rousseau, La Voix de la forêt, qui a commencé le 5 mars et qui s'arrête le 7 juillet, c'est-à-dire là, à la fin de la semaine. Donc il faut se précipiter ces derniers jours au Petit Palais pour cette exposition magnifique dont nous avons longuement parlé ici à cette antenne. Et c'était en effet au mois de mars. Alors pour être sûr d'avoir les mêmes niveaux de compréhension pour tout le monde, parce que nous avons aussi des stagiaires à la fois en régie et même ici, il y a d'abord le salon. Alors le salon, c'est l'endroit où les peintres exposent. Et il y a un jury qui est composé, pas de peintres à l'époque. Cela varie au cours du siècle, voilà. Mais au début, de peintres de l'académie, bon, quand même. Et donc, être au salon, c'est quand même très très prestigieux. Et pour autant, il y a pas mal de croûtes. Le salon, en fait, on peut pas s'en passer au 19e siècle. Pour la période dont on parle, l'époque de Théodore Rousseau, l'époque des peintres de Barbizon, en dehors du salon, point de salut, on dit. C'est vraiment l'exposition annuelle qui, en général, commence vers le mois de mars, qui dure plusieurs mois et qui accueille vraiment énormément d'artistes. C'est difficile effectivement de se faire voir au salon parce que c'est une chose déjà d'être accepté au salon, mais après il faut émerger de la masse. 3000 toiles. Voilà, et parfois même encore plus, alors ça dépend un peu des années. Mais en tout cas, dans les années 1840, 1850, c'est encore quasiment la seule manifestation pour les artistes. C'est pas la seule, hein, faut quand même nuancer un petit peu, mais c'est très très difficile de se faire connaître en dehors de ça. Les critiques ont des yeux pour le salon, et qui dit critique dit aussi publicité dans les journaux. Donc il faut que les critiques parlent de nous. Écoutons Émile Zola. Il parcourut d'un coup d'œil les tableaux des murs. Une immense scène de massacre en face, ruisselant de rouge, une colossale et pâle sainteté à gauche, une commande de l'État, la banale illustration d'une fête officielle à droite, puis des portraits, des paysages, des intérieurs, tous éclatants en notes aigres dans l'or trop neuf des cadres. Mais la peur qu'il gardait du public fameux de cette solennité lui fit ramener ses regards sur la foule peu à peu grossie. Le pouf circulaire placé au centre et d'où jaillissait une gerbe de plantes vertes n'était occupé que par 3 dames, 3 monstres, abominablement mises, installées pour une journée de médisance. Derrière lui, il entendit une voix rauque broyée de dures syllabes. C'était un Anglais en veston à carreaux, expliquant la scène de massacre à une femme jaune enfouie au fond d'un cache-poussière de voyage. Des espaces restaient vides. Des groupes se formaient, s'émiettaient, allaient se reformer plus loin. Toutes les têtes étaient levées, les hommes avaient des cannes, des paletots sur le bras, les femmes marchaient doucement, s'arrêtaient en profil perdu, et son œil de peintre était surtout accroché par les fleurs de leur chapeau, très aigus de ton, parmi les vagues sombres des hauts chapeaux de soie noire. Il aperçut 3 prêtres, de simples soldats tombés là, on ne savait d'où, des queues ininterrompues de messieurs décorés, des cortèges de jeunes filles et des mères barrant la circulation. Cependant, beaucoup se connaissaient, il y avait de loin des sourires, des saluts, parfois une poignée de main rapide au passage, les voix demeuraient discrètes, couvertes par le roulement continu des pieds. On voit l'ambiance. On sent l'ambiance de tous ces gens qui viennent, et plutôt pour être dans la médisance.
On peut l'expérimenter dans la réalité virtuelle du musée d'Orsay actuellement, qui nous plonge au cœur du salon à un moment donné. Et c'est très drôle parce qu'on voit des modèles qui regardent un tableau où elles sont représentées, parce qu'elles essayent de se faire remarquer. Et effectivement, le salon, c'est aussi tout simplement un lieu social. Oui. Alors, on va prolonger la parenthèse sur cette exposition virtuelle. Il faut absolument voir ça. C'est à Orsay, tout au fond du musée. Ça coûte 16 €. Vous rentrez, vous faites un peu la queue. Il faut s'inscrire avant, soit sur Internet, soit auprès des agents d'accueil, parce que les places doivent être réservées, puisqu'il n'y a pas autant de casques que de gens. Et alors là, vous partez pour 50 minutes. 50 minutes de voyage dans le temps. On est vraiment boulevard des Capucines, on est au milieu des chevaux, et puis alors on monte l'escalier chez Nadar. C'est prodigieux. Et c'est une expérience extraordinaire. Je dois dire que je l'ai faite plusieurs fois, tellement j'étais impressionnée par l'expérience. C'est un voyage dans le temps, enfin, pas littéralement, mais en tout cas, on a l'impression d'y être. Alors, le salon, c'est compliqué d'y rentrer, et Théodore Rousseau est reçu au salon dès le mois de mai 1831. C'était pas gagné, vu son tempérament et son refus de tout académisme. Effectivement, mais il va très rapidement être refusé après. Quand il est très jeune, il a des premières, effectivement, œuvres qui sont exposées au salon. Et dès 1836, donc il est né en 1812, je vous laisse faire le calcul, en 1836, il va se voir refuser sa grande Descente des Vaches, qui est un tableau très spectaculaire, très grand, un grand paysage du Jura. Et en fait, ce premier refus va être le premier d'une longue série, puisqu'il va ensuite être refusé systématiquement à tous les salons académiques. Mais ça, c'est à cause de son professeur Raymond, avec lequel il s'est engueulé, et qui va certainement non, pas exactement. Le torpiller. Alors, c'est vrai qu'il a un peu rompu avec le paysage historique, qui était sa formation. Paysage historique, en fait, c'est la nature qui est un peu le faire-valoir de l'action humaine, d'un récit, qui soit mythologique, biblique, historique. Alors que Rousseau, en fait, il se dit, moi je veux peindre la nature pour elle-même, quitte même à tout simplement regarder par terre et peindre une branche de bois mort, ou peindre un marais grouillant, ou peindre un sous-bois, un intérieur de forêt. C'est une révolution dans la manière de voir la nature, une révolution que Rousseau accomplit. Il n'est pas le seul, il y a d'autres artistes avec lui, mais en tout cas c'est très fort parce que c'est dire on fait partie de la nature, on fait partie du vivant, et on va s'immerger dans ce paysage plutôt que de le regarder finalement en surplomb. Et ces nouveaux sujets de peinture, ils vont être regardés par les académiciens avec dédain, avec moquerie. Et puis par ailleurs, Rousseau, c'est aussi un artiste qui va peindre de manière finalement assez libre, qui va s'opposer, en tout cas être très différent du fini académique. C'est là aussi qu'on peut parler un peu de précurseur, bien sûr, de l'impressionnisme. C'est-à-dire que cette touche visible, ce côté très où on va faire ressentir son impression justement devant un paysage, c'est quelque chose qu'il met en avant et qu'on lui reproche beaucoup. La plupart des critiques qu'on lui fait à cette époque-là, que le jury académique lui fait, c'est « il ne finit pas ses toiles ». Voilà. Alors qu'en fait, il passe 2 ans parfois sur un tableau. C'est pas du tout un peintre de l'instant. Mais c'est ce qu'on dira ensuite des impressionnistes, évidemment. Alors il va se trouver emporté à Barbizon, près de Fontainebleau et de Bourron-Barlotte. Et puis alors, il y a un personnage central, c'est Corot. Parce qu'il y a une exposition à Orsay en 91 qui s'appelait « De Corot aux impressionnistes ». À Giverny, plus proche de nous, en 2020, il y a une exposition de Corot à Monet. Et Corot a 77 ans au moment de la grande exposition chez Nadar. Il mourra l'année suivante. Mais il est très très important dans le regard de la nature. Oui, bien sûr. Corot, c'est un des premiers artistes qui va intituler ses toiles « Souvenir de ». Quelque part, ce qui montre bien un paysage vraiment situé. Plus un paysage imaginaire, plus un paysage inspiré de l'Italie, un paysage antique, mais un paysage situé où il est réellement allé. Un souvenir, c'est un endroit où on est allé et qu'on va restituer en peinture. Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que des expositions avec le terme précurseur, en fait, on en a énormément. Et on peut presque faire une généalogie à l'envers, c'est-à-dire que j'ai noté, par exemple,
des expositions qui s'appellent « La route vers l'impressionnisme »,« La naissance de l'impressionnisme »,« Les origines de l'impressionnisme ». Ensuite, on a Eugène Boudin, précurseur de l'impressionnisme, ou alors Manet, père de l'impressionnisme. On a ensuite Daubigny, si on remonte un peu à l'envers, Daubigny, Millet, Rousseau, Delacroix même, Corot, et ça va même jusqu'à... Daubigny très proche de Corot. Oui, à débattre. Ah, d'accord. Et William Turner, précurseur de l'impressionnisme. Donc là, Turner, il est né en 1775. Donc oui. Ça remonte en fait très loin. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que Robert Herbert, en 1962, disait « Dans tous ces artistes, on peut sentir la brise de l'impressionnisme ». Mais en fait, c'est comme si tout allait vers l'impressionnisme, alors qu'évidemment, il y a aussi des singularités de tous ces artistes. En fait, je pense que il faut voir derrière cela, comprendre qu'en fait, le 19e siècle, l'histoire de l'art du 19e siècle, c'est une suite de ruptures, une suite de révolutions dans l'histoire de l'art. C'est le siècle de la révolution. Voilà, mais qui est incessante. C'est-à-dire que depuis la fin du XVIIIe siècle, on a des révolutions sur la manière de peindre la couleur, avec des théories scientifiques de Chevreul qui vont inspirer déjà Delacroix. Hein. Déjà chez Delacroix, dans le journal de Delacroix, on lit tout est dans la complémentaire. Tout est dans la couleur complémentaire. Donc, par exemple, si on fait un objet jaune, son ombre doit être violette. Donc, composer des complémentaires, la couleur complémentaire au jaune. On a déjà ça chez Delacroix. Évidemment, c'est des choses qui vont être encore plus sensibles chez les impressionnistes et puis chez les post-impressionnistes, dans le pointillisme, notamment chez un Seurat. Oui. Mais il y a une suite, tout ça pour dire qu'il y a une suite de révolutions dans énormément d'aspects qui finalement forment un continuum. On n'a pas les impressionnistes qui émergent de oui, c'est pas inné. Voilà, c'est pas de nulle part. Oui. Et c'est très intéressant de revenir justement peut-être à Turner, à Delacroix. On a cité Constable, évidemment. Constable expose en 1824 au Salon sa charrette de foin qui va beaucoup marquer Delacroix. Et derrière, évidemment, tous les peintres de la nature. Bien sûr. Bien sûr, Théodore Rousseau est très marqué par Constable, mais il n'est pas le seul. Et on a comme ça un ensemble un peu une évolution lente, on peut dire. C'est pas une évolution au sens où on peut pas parler d'un progrès linéaire, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, il va se passer plein de choses, parce qu'ils vont se mettre à peindre en plein air. Mais pourquoi ils peignent en plein air? Parce qu'en 1841, on va inventer le tube de peinture. Donc ils peuvent se déplacer. On n'est pas avec les seaux. Donc c'est à partir de 1841 qu'ils vont se mettre à peindre en plein air. Et moi je pensais, comme tout le monde dans la carte postale, que c'est Boudin qui a emmené Monet à la côte Sainte-Adresse pour lui apprendre à peindre en plein air. Et j'apprends en préparant votre venue et cette émission qu'à Barbizon, on peint en plein air. Oui, en fait, c'est très intéressant cette histoire du tube de peinture parce que, en fait, le tube de peinture va surtout permettre de faire des couleurs plus vives, d'appliquer des couleurs plus pures sur la toile, sorties du tube, d'une certaine manière. Alors qu'avant que le tube de peinture existe, en fait, les couleurs sont vendues dans des vessies de porc que les artistes achètent. Et ensuite, ils font leur propre mélange. Il y a un côté très expérimental avec des huiles cicatives. Donc, c'est des liants, en fait. Oui. Des huiles qui sont de plus ou moins bonne qualité. Et en fait, ils se retrouvent parfois avec des couleurs qui sont difficiles à faire, c'est une chimie, en fait. Et Théodore Rousseau va utiliser notamment des huiles et il va se rendre compte assez rapidement que ces tableaux ont tendance à noircir. La fameuse descente des vaches de 36 aujourd'hui, de 1836, elle est invisible, elle est noire et ce n'est pas restaurable à cause de processus chimiques qui sont vraiment très complexes et on ne peut pas la restaurer, donc on ne peut plus voir l'œuvre. Et c'est ce qui va se passer avec le radeau de la Méduse, paraît-il. Exactement. Il y a en fait encore une certaine... un côté un petit peu... J'essaie, je tente quelque chose. Ah là, il est bien ce brun, il est très sombre et il me permet de rendre la profondeur du feuillage. En fait, il se rend compte lui-même, 2 années après, que son œuvre est en train de sécher bizarrement ou de craqueler, en fait. Donc, il y a des processus comme ça. Et le tube de peinture va aussi aider les artistes
à appliquer des couleurs de manière beaucoup plus libre et plus... Sans ce mélange aléatoire, sans ce mélange chimique aléatoire. Exactement. Et donc, ça permet effectivement de partir en plein air avec moins d'attirail. Mais Théodore Rousseau, déjà Corot, il peigne déjà en plein air, il peigne des études en plein air. Le plein air, en fait, est pratiqué même aussi par les peintres de paysages historiques, les peintres académiques. Ça fait partie de la formation dès le début du 19e siècle. Donc, c'est pas quelque chose qui est inventé. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est un peu le cliché qu'on a en tête. Oui. Mais en revanche, quand même, ces artistes-là, avant les impressionnistes, ils vont énormément travailler en atelier, retravailler en atelier. Notamment pour donner l'exemple de Théodore Rousseau. Théodore Rousseau, c'est un artiste du temps long. Ah, d'abord, il passe du temps. Il ne fait pas 4 toiles par week-end. Hein. Non, pas du tout. Non. Alors que Boudin, ou même Courbet vers la fin, pouvaient faire des toiles en 2 heures, des petites pochades, des paysages pour les vendre assez rapidement. Et donc, Rousseau, c'est encore plusieurs heures sur un tableau et surtout, ça implique de la part de l'observateur, du spectateur aussi de s'immerger lentement dans le tableau. Il y a vraiment un art de la composition chez Théodore Rousseau, que ce soit le point focal, des arbres repoussoirs au premier plan pour entrer dans le tableau, une végétation très luxuriante qui est extrêmement travaillée. On n'est pas dans des œuvres instantanées. Et dans des choses très rapides qu'on va pouvoir retrouver effectivement chez un Eugène Boudin et plus tard chez les impressionnistes. Alors on a parlé de Corot, on a parlé de Rousseau, il y a Jean-François Millet. Qui est très important. Millet, c'est une figure vraiment essentielle, pour aussi Alors, une famille de cultivateurs, il vient d'un milieu assez compliqué, hein. Ils sont plutôt pauvres chez les Millet. Il est né en Normandie et puis il est issu d'une famille nombreuse de bergers. Il va être lui-même berger pendant un petit moment. Et il est très important dans cette évolution du regard sur la nature. Oui, les impressionnistes se parlent beaucoup de Millet. Millet, c'est vraiment une figure importante pour eux. Il y a du négatif et du positif, d'ailleurs, dans leur rapport à Millet. Par exemple, Pissarro, qui doit énormément à Millet, considère aussi que l'Angélus, c'est vraiment d'une sentimentalité idiote. C'est parce qu'il n'aimait pas le chocolat, que c'est sur toutes les boîtes de chocolat, c'est ça? Exactement. Et alors, peut-être pas déjà, mais en tout cas, Renoir aussi déteste l'Angélus, ces paysages sentimentaux, comme il les appelle. Donc, ils sont fascinés par l'artiste, c'est la figure tutélaire. C'est la génération précédente, hein, et c'est vraiment un artiste qui est très très important pour eux, et en même temps il y a un petit peu de négatif. Ils apprécient notamment d'abord le penchant de Millet pour des sujets qui sont pas idéalisés. C'est vraiment la paysannerie banale. C'est le sujet agricole. Le retour sujet des vaches, agricole, exactement, la plaine laborieuse. Millet on sent la terre grasse, on sent le... Voilà, Millet s'installe à Barbizon 2 ans après Théodore Rousseau. Ils vont devenir très très amis. C'est les deux figures de ce qu'on pourrait appeler, mais abusivement, l'école de Barbizon. C'est pas une école, c'est plutôt un groupe d'artistes qui vivent à Barbizon. Et Millet, donc il y a vraiment ces sujets qui marquent beaucoup, mais aussi sa manière de peindre. Il a des compositions qui sont innovantes, notamment avec une ligne d'horizon très haut dans le tableau, que vont reprendre les impressionnistes, qui va inspirer durablement. Aussi, évidemment, l'idée d'une surface brute et non pas lisse. On est toujours... Mais alors là, ce sera aussi... Le maître en ça, ce sera Courbet, dont on ne peut pas ne pas parler. Et puis, il a aussi des couleurs très vives, Millet, qui sont, surtout ces pastels, qui vont aussi fasciner les impressionnistes. Donc voilà, est-ce qu'avec Millet, on peut parler de naturalisme ? Alors, non, je crois pas. Le naturalisme, c'est... J'aime pas les mots en isme. Oui, mais c'est toujours un peu un problème de catégoriser. Oui. Mais alors, le réalisme, c'est plutôt Courbet, il a inventé le terme, mais je pense qu'il est plutôt dans cette mouvance du réalisme, entre nature, entre idéal. Il y a encore de l'idéalisme aussi chez Millet, énormément. On n'est pas finalement... quand on regarde l'Angélus, ces deux paysans qui sont penchés vers la terre en prière, parce qu'ils ont entendu sonner l'Angélus, il y a un côté quand même très
très symbolique, très allégorique presque. Bien sûr, c'est la nature. Enfin, on n'est pas chez Puy de Chavannes. Voilà, mais en même temps, les figures sont monumentalisées. Il y a un côté très élégiaque, très poétique. Presque solennel. Très solennel, et on n'est pas dans le naturalisme dur qui sera plus tardif. En fait, le terme de naturalisme s'applique un petit peu plus tardivement à la peinture de, par exemple, Jules Bastien-Lepage. Mais bon, ces catégories-là, évidemment, il faut les manier avec beaucoup de prudence. Alors, à Barbizon, ils ont leur auberge, qui est l'auberge Ganne, comme les autres auront la ferme Saint-Siméon. 40 ans plus tard, donc ça c'est à Barbizon, au sud-est de Paris, et Saint-Siméon c'est naturellement sur la côte fleurie. Mais c'est assez amusant de voir que ces groupes-là, qu'on va peut-être appeler école, mais on n'aime pas le mot parce que comme le naturalisme, c'est toujours catégoriser les choses. Mais ces deux groupes de peintres vont se retrouver dans l'amitié et ils aiment picoler, ils aiment se retrouver, ils aiment la bonne chair. Et en même temps, ils cherchent ensemble, ne serait-ce que par le dialogue. Oui, c'est vrai, vous avez raison de parler de... En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des lieux typiques. On a l'invention de lieux, en fait. Ces artistes inventent des lieux. Alors, les peintres de Barbizon, c'est la forêt de Fontainebleau. Et d'ailleurs, ils n'y viennent pas par hasard. En fait, déjà, Corot y est allé, et des artistes de la fin du XVIIIe siècle. On a la côte normande, bien sûr, pour Boudin et les impressionnistes. On a aussi Auvers-sur-Oise, où Daubigny va s'installer. Et je parlais de Corot, parce que Corot va peindre l'intérieur de l'atelier de Daubigny. Il y a la grande fresque, au fond, c'est Corot, mais ça a pris un temps fou. Et c'est très beau de voir ces Corot de très très grand format et qui couvrent tout l'atelier de Daubigny. Et Daubigny aussi va être le premier, donc avant Monet avec son exemple célèbre, à créer un bateau atelier, le Bottin, qui lui permet en fait d'être au plus près de l'eau, pour peindre les reflets de la rivière ou du fleuve. Et donc on voit bien sûr des choses qui émergent chez ces peintres de la nature qu'on va retrouver chez les impressionnistes. On parlait de lieux, c'est aussi l'occasion peut-être de parler de Courbet, puisque Courbet, c'est aussi un des artistes incontournables sur la question du paysage. Et Courbet, il vient de Franche-Comté, d'un village qui s'appelle Ornans. Et il va aussi vouloir impérativement, dans ses œuvres, dans ses tableaux, faire émerger, faire connaître au public parisien, finalement, sa Franche-Comté. Son lieu, à lui, c'est les paysages de Franche-Comté. Et dans le grand tableau... C'est une protestation régionale chez lui. Tout à fait, il y a un côté régional. D'ailleurs, on parle de lui comme d'une sorte de sauvage. Enfin, il joue un peu cette carte aussi. Il va arriver à Paris comme le sauvage de Franche-Comté. Et son grand tableau manifeste pour l'atelier du peintre, qui va d'ailleurs exposer à l'Expo universelle de 1855 avec un pavillon dédié, un pavillon en dehors de l'exposition officielle. Il y a le pavillon du réalisme. Il expose son grand tableau, il est immense. Il a été refusé au salon. Alors, déjà parce que Courbet a plusieurs œuvres acceptées et que celui-là, il est énorme. Donc, il fait son propre pavillon. Et en fait, il se représente en train de peindre un paysage de Franche-Comté. Donc, c'est aussi un manifeste pour le paysage et pour ces lieux inventés par les artistes. Bon, donc finalement, Boudin Bonnet n'ont rien inventé. Ils ont suivi une pente, une piste, et puis ils l'ont adapté chacun en fonction de leur personnalité. Alors, il y a quand même bien sûr des inventions des impressionnistes, et je crois que vous en parlerez avec ma collègue Anne Robbins. Absolument, la semaine prochaine. Mais c'est vraiment passionnant de voir, comme vous nous l'expliquez très bien, Servan Darny de Vitry, cette espèce de continuité, mais cette continuité qui fait que le regard évolue en permanence. Oui, mais d'ailleurs cette continuité, on la retrouve dans le vocabulaire de l'époque. Par exemple, le terme d'impression, en fait, il a beaucoup de synonymes à l'époque. On va parler, par exemple, dans les années 1830, on va parler de l'âme de l'artiste qui s'épanche dans le paysage, mais ensuite on va parler peut-être du sentiment de l'artiste. Ensuite, on va parler, c'est même Daubigny lui-même, à propos de Daubigny, un critique qui va dire il est le chef de l'école de l'impression,
En fait, ce vocabulaire, il est déjà, oui. là. Et ensuite, il se cristallise en impressionnisme. Merci beaucoup, Servane Darny de Vitry. Je rappelle que l'exposition des arbres de Théodore Rousseau au Petit Palais s'achève à la fin de la semaine. C'est le moment de s'y précipiter. Et je rappelle aussi que la grande exposition des impressionnistes à Orsay se termine mi-juillet. Donc il faut aussi s'y précipiter et aussi voir la réalité virtuelle. Qui dure plus longtemps. Qui durera plus longtemps. Donc ça, c'est une bonne chose. Merci Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Camille Meyer, Philippe Malpeuch et Faustine Cléry pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est mardi, comme tous les mardis de juillet, nous parcourrons la France à bicyclette. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous salue.